Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin 2024 et je vais consacrer ce podcast à la vie amoureuse et à la sexualité dans la vision astrologique. Donc, ce domaine dans notre vie, c'est un peu l'histoire du développement et l'aboutissement des sentiments, de la capacité aussi à vivre une relation avec une autre personne. En fait, c'est en soi un voyage complet, une grande aventure qui tourne essentiellement autour du cœur humain. Euh, Évidemment que nous aspirons tous à vivre un amour réciproque, mais à notre insu, nous sommes confrontés à deux phénomènes. C'est-à-dire que nous pouvons vivre une relation avec quelqu'un, c'est-à-dire envers laquelle nous allons développer nos attentes compulsives, où nous sommes invités à vivre l'expérience de l'altérité. Et de notre côté, nous sommes toujours en phase, en relation avec la force de notre inconscient collectif, qui sont justement matérialisées par ces attentes compulsives. Donc, on peut en déduire que notre vie amoureuse et sexuelle est largement conditionnée par notre éducation et surtout par ce premier inspire que nous avons poussé à la naissance. Et on verra que tout au long de notre vie, on va rester attaché à cette névrose primitive qui qui est née avec nous au moment de notre naissance. Donc, cette alchimie relationnelle, eh bien, elle est difficile à atteindre, mais elle est possible aussi, hein. À notre insu, nous sommes sous le joug de deux phénomènes, donc, comme je vous le dis, issus de notre éducation, qui elle-même est imprégnée d'un inconscient familial, d'une histoire dont l'origine se perpétue à l'infini, c'est-à-dire que nous répétons. Et c'est ici que résident nos peurs, nos manques, nos attentes compulsives affectives. Et dans ce scénario, vous remarquerez que nous nous dirigeons systématiquement vers un certain type de partenaire et nous rejouons inconsciemment ce qui s'est déjà passé avant. Et de l'autre côté, il y a d'autres forces qui sont à l'œuvre lorsque nous avons un rapport avec le partenaire, c'est-à-dire que nous sommes obligés de nous abandonner, entre guillemets, dans cette relation, d'apprendre à faire confiance et savoir si alors et seulement alors nous pouvons entrer dans une véritable relation où les affinités réciproques interviendront dans cette alchimie relationnelle. C'est-à-dire comment faire pour vivre une vie de couple dépouillée de nos fantômes. Voilà, ça c'est vraiment la question de base. Alors maintenant je vais vous parler, parce qu'en fait c'est ça qui est intéressant, j'ai envie de vous parler un peu de technique astrologique, c'est-à-dire comment fait-on pour identifier la réponse à une question que nous nous posons. Alors d'abord, que regarder dans la structure générale de la personne quand il est question de la vie amoureuse? Alors, il y a 4 sujets à prendre en considération. Premièrement, la relation Soleil-Lune. C'est un système général de la relation. Regardez l'aspect qu'a le Soleil et la Lune dans votre thème ou dans le thème de quelqu'un. Ensuite, la relation Soleil-Saturne. Pourquoi? Parce que la relation Soleil-Saturne va concerner notre identité sexuée. Ensuite, la relation Lune-Saturne qui va concerner la relation au corps. Et on verra à quel point ce lien Lune-Saturne a de l'importance. Et puis ensuite, carrément, la dépendance affective qui, à elle seule, peut représenter un sujet de conversation. Donc, en ce qui concerne la relation Soleil-Lune, si vous avez écouté quelques-unes de mes vidéos, vous avez pu vous rendre compte qu'au niveau des conjonctions, je tiens compte tout le temps il y a des conjonctions phase 1 et phase 12. C'est-à-dire que je suis sur le courant de Dan Rudyard qui préconise vraiment d'interpréter en tenant compte des phases, sinon on passe à côté de petits indices qui peuvent nous servir dans l'interprétation et nous faire aller plus loin. Donc si c'est une conjonction phase 1, la conjonction phase 1, généralement, c'est lorsque la planète la plus lourde est devant et tire la planète la plus légère, et à ce moment-là, la planète légère bénéficie de la force de la puissance, alors que la phase 12, c'est l'inverse, la plus lourde est passée derrière et retient la force de la planète.
Donc en conjonction phase 1, eh bien, ça abonde dans Soleil-Lune, ça abonde dans le sens d'une positivité de l'homme dans sa fonction solaire, et ça va donner une femme plutôt soumise, une mère aimante qui permet à ses enfants de vivre leur soleil, c'est-à-dire une mère qui va rendre autonomes les enfants. Importance aussi de la relation corporelle, de la fécondité, des sentiments. Et donc, à partir de là, il faut analyser la Lune en signe, avec ses aspects, ses gouvernements et sa maison. Ensuite, c'est une conjonction phase 12, c'est-à-dire si le Soleil retient la Lune. Là, c'est une relation mortifère entre la mère et l'enfant. L'enfant a été sollicité très tôt pour se débrouiller tout seul. Pas le temps de le caresser, de le cajoler. La mère est très occupée ou distante qui délaisse son enfant la plupart du temps sans s'en rendre compte. Ça peut être parce qu'il y a beaucoup d'enfants à la maison et que la maman ne peut pas s'occuper absolument d'un seul enfant. Ça peut être uniquement ça. Mais l'enfant qui a cette conjonction phase 12 va ressentir ça comme une espèce de gifle. Et là, on pressent une femme très active avec un côté masculin très marqué, très décideur sur le plan énergétique. Ensuite, la relation Soleil-Lune ou Lune-Vénus. Alors, Lune-Vénus, ça va être le charme, la manière de vivre, les attributs sexuels, car la combinaison avec la Lune passe obligatoirement par le corps. Ou Soleil-Vénus, qui représente l'amabilité de la personne, la gentillesse. Bien souvent dans des thèmes, vous remarquerez qu'il y a, ça je le trouve très souvent, un semi-carré entre le Soleil et Vénus. Ça c'est le signe que la personne ne s'aime pas. Son image n'a pas été valorisée à la maison. Ensuite, la relation Soleil-Saturne, elle va nous donner des indications sur l'identité sexuée de la personne. Comment puis-je briller en tant qu'homme ou en tant que femme? La relation Soleil-Saturne, elle est cérébrale, c'est-à-dire que je suis conforme ou non avec ce que mon père attend de moi. Le Soleil et Saturne, ce sont les deux identifiants masculins du thème. Alors bien sûr, on peut aussi évoquer l'homosexualité, qu'elle soit masculine ou féminine. Pour l'homosexualité masculine, on va repérer très souvent qu'il y a une absence de Saturne et un lien très fort à la mère. Vénus, elle est négative, donc l'image de la femme est négative. Et pour l'homosexualité féminine, le père est dissonant et il y a une absence de relation corporelle et de lien charnel avec la mère. Et souvent, la relation Lune-Vénus-Siliana est négative. Tout ça, ce sont des indications qui sont très importantes lorsqu'on veut gratter, lorsqu'on veut aller en profondeur sur l'étude d'une relation affective et savoir comment on fonctionne, ne serait-ce que nous, déjà au départ. Pour le mettre en pratique, il faut vraiment se servir de cet outil astrologique qui est très puissant. Et puis ensuite, un aspect qui est très important, c'est la relation Lune-Saturne. Pourquoi? Parce qu'avec la Lune et Saturne, on va parler du corps. S'il y a un aspect dissonant entre la Lune et Saturne, d'abord, de manière générale, Lune-Saturne représente la manière dont la personne accepte son corps. Comment suis-je esthétiquement parlant? Bien souvent. La personne qu'elle considère qu'elle a un corps adéquat ou non. Est-ce que mon corps est socialement présentable? Est-ce que le corps est bien vu par mon père? Comment la personne vit son corps face au regard de l'autre? Et là, il y a malaise car on est dans une société patriarcale où il faut que le corps soit fuselé, musclé, agréable au regard, efficace. Et ça, il faut dire que ça nous pourrit bien la vie. Donc, ensuite, il y a la combinaison Lune-Saturne qui pose la question suivante. Est-ce que mon corps est bâti pour faire des enfants? S'il y a une dissonance, on remarquera qu'en astrologie médicale, ça va donner déjà des petits bassins Lune-Saturne en dissonance, car il y a un problème de base, un problème de construction. Et si le regard sur l'enfant est négatif, l'enfant tombera sur des partenaires compliqués, troubles, défaillants, avec en même temps une prédisposition aux problèmes osseux, par exemple aux scolioses, aux lordoses. Et puis ensuite, par contre, il y a les aspects positifs entre la Lune et Saturne. C'est-à-dire que cet aspect
va laisser la liberté à la femme d'avoir des rondeurs sans culpabiliser, parce que le regard du père n'est pas négatif. Le père accepte de voir sa fille avec des rondeurs de femme, et cette vision va conditionner de manière extrêmement positive le rapport à l'homme et à sa vie amoureuse. Elle aura la facilité à être une femme de chair, tout simplement. Et son corps sera, elle considérera que son corps est acceptable et accepté. Voilà. Et puis ensuite, il y a cette fameuse dépendance affective qui est en rapport, comme je vous l'ai dit au tout début, à l'attachement de notre névrose primitive qui s'est jouée au moment de notre naissance, mais vraiment au premier inspire. Cette dépendance affective et corporelle, elle est représentée par la lune. La lune va nous indiquer donc notre type de dépendance. Et il faut savoir qu'il y a 12 types de dépendance, puisqu'il y a 12 signes. Et cette dépendance de la lune va être représentée par l'énergie du signe dans lequel est ma lune. Mais ça ne suffit pas. Si par exemple vous avez une lune en taureau, le rapport au corps, de par la nature de la position de la lune en taureau, elle est en exaltation. Donc là, on a quelqu'un qui est très tactile, qui aime le corps, qui aime les massages, qui aime les câlins, qui aime qu'on la touche. Mais en même temps, s'il y a un carré à Saturne, ça risque de donner un autre genre de partenaire ou un autre genre de rapport au corps. Donc il faut voir. En tout cas, cette dépendance, retenez bien qu'elle s'est construite au stade embryonnaire et par la suite, elle a été conditionnée évidemment par les soins dispensés par notre mère. Donc il y a des questions particulières aussi que nous devons nous poser. D'abord sur la vie affective, ensuite sur la sexualité. La vie amoureuse, elle est indiquée par 2 niveaux d'information dans le thème. D'abord Vénus, pour la femme et pour l'homme, c'est-à-dire la manière de vivre le sentiment. Donc là, vous allez analyser Vénus en signe, gouverneur de et en maison. Et puis ensuite, la maison 5 et le gouverneur de la maison 5. C'est toujours pareil, en aspect maison et maison associée. C'est-à-dire que les maisons associées, c'est par exemple le gouverneur de 3 et de 5 lorsqu'il y a 2 gouvernements. Voilà. En tout cas, la maison 5, elle symbolise l'état amoureux et les plaisirs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi ça me saute aux yeux depuis très longtemps, mais on peut aussi le faire rentrer dans la description astrologique. C'est que dans la langue française, il n'y a qu'un mot pour aimer. On aime notre amoureux comme on aime le chocolat. Il n'y a pas d'autre mot. Alors que si c'est en espagnol, par exemple, il y a une différence entre te quiero y me gusta. Il y a 2 choses. En anglais, c'est pareil, I love ou I like. En français, nous non. Nous avons uniquement un seul mot pour parler d'amour. Et je vous dis, on aime un homme comme on aime un chien ou la confiture. C'est exactement pareil. Mais en revanche, il y a 5 niveaux dans la manière d'aimer, identifiés aux 5 niveaux de conscience chez les Grecs, dans la mythologie grecque, au début, dans la Genèse grecque. Alors on va un peu regarder ça parce que c'est très important et ça va vous donner l'indication et le renseignement où en suis-je dans cette description-là. Pour les Grecs, donc, il y a plusieurs manières d'aimer. D'abord, il y a ce qu'ils appellent l'amour pornéia. L'amour pornéia correspond au côté anthropophage, c'est-à-dire on va dévorer, on est dévorant, on est dans la dépendance, on veut dévorer l'autre. Si on pouvait rentrer dans l'autre, on le ferait. Et ça correspond au premier mot pour parler d'amour, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'amour du bébé pour sa mère au départ. C'est-à-dire qu'il la mange, mais lui c'est normal. Il tète le sein de sa mère pour se nourrir. C'est le côté goulu de l'amour, le côté pornéia. Mais c'est dommage, c'est vrai que lorsqu'il s'agit d'un homme de 50 ans et lorsqu'on sent que c'est un gros baigneur qui nous mange, c'est pas pareil. Et dans ce cas-là, nous avons un amour qui n'a pas évolué du tout. Et on rencontre des gros bébés de 40, 50 ou 60 ans qui n'ont pas fini de téter, de manger, de consommer le monde, de consommer le corps. Et d'ailleurs, pornéia, pornographie aussi. Donc la pornographie est incluse dans ce premier niveau de conscience. Alors évidemment, allez chercher les aspects de la lune, regardez votre lune pour voir
comment elle est aspectée. Mais encore une fois qu'on a constaté ça dans le thème, il faut travailler sur soi, hein. C'est pas une fin en soi. C'est pas, voilà, vous avez ça, mon Dieu, au secours, vous resterez comme ça toute votre vie. Absolument pas. Tout se dépasse. Il suffit de mettre de la conscience dessus et chercher comment le dépasser. Ensuite, après l'amour pornéia, le niveau au-dessus, un peu plus évolué, c'est l'éros. L'éros, c'est un très joli mot, puisque, souvenez-vous, chez les Grecs, Eros était un dieu, et finalement, d'un dieu enfant et joueur, nous en avons fait un vieux cochon. On parle d'éros quand on parle de sexualité un peu limite. Alors que ce dieu ailé, il est là pour donner des ailes à la pornéia, c'est-à-dire celui qui va permettre l'intelligence de la pulsion, d'élever le côté anthropophage. Eros, c'est passer de l'amour de l'inférieur vers le supérieur, l'amour de la beauté, c'est l'amour des beaux corps qui vont éveiller les belles âmes, mais seulement s'il y a de l'éros. Car si l'amour des corps n'éveille pas l'amour des âmes, nous sommes restés encore dans la pornéia, c'est-à-dire dans la consommation dévoratrice. Mais lorsqu'on arrive à aimer dans l'éros, c'est déjà pas mal, hein. Ensuite, au-dessus, il y a l'amour philia. L'amour philia, là, il n'y a plus de manque, mais uniquement de l'échange et du partage dans la relation. C'est l'amour des égaux où chacun est le soutien de l'autre et lui révèle le meilleur de lui-même. C'est aimer l'autre en tant qu'autre, c'est-à-dire je te donne ce que je suis et je reçois ce que tu es. C'est l'amour humain proprement dit, c'est-à-dire qu'il n'y a ni initiateur ni initié, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de relation de pouvoir dans la relation. Et puis ensuite, le summum de tout, c'est l'agapé. L'agapé, c'est, je ne sais même pas si en tant qu'être humain, on peut y arriver vraiment. L'agapé, c'est l'expérience de l'amour purement gratuit, c'est-à-dire l'amour pour rien. Moi, je t'aime, si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Mais pour la psychanalyse, l'agapé, elle n'existe pas parce que l'espèce humaine attend toujours un retour, y compris dans la relation à nos enfants. On croit toujours que notre amour est gratuit pour nos enfants. Évidemment, de manière complètement spontanée, c'est gratuit, mais quelque part, n'attendons pas que nos enfants nous aiment aussi. Voilà. Et encore là, ça va dépendre, toujours pareil, de l'attachement à cette névrose primitive, mais à ce niveau, elle a disparu. On n'est plus du tout là-dedans. Voilà, donc maintenant par rapport au gouverneur de la 5. Alors le gouverneur de la 5, lui, il va conditionner les faits amoureux, c'est-à-dire que se passe-t-il pendant la relation amoureuse? Ce qu'il y a dans la tête de la personne, c'est Vénus. Et ce qui se passe dans la vie amoureuse, c'est le gouverneur de la 5. Cette planète, elle est l'intermédiaire entre la manière dont je fonctionne dans la réalité et mes névroses à l'intérieur de moi, le côté psychologique. Et c'est par l'intermédiaire de ce gouverneur de maison 5 que les expériences amoureuses vont se passer, vont se dérouler. Donc, point d'interrogation, positivité ou négativité de la vie amoureuse. Ensuite, s'il y a des planètes en maison 5, et ces planètes en maison 5, s'il y en a, elles vont être directement sous l'autorité du gouverneur. C'est-à-dire que la présence des planètes en maison 5 vont indiquer l'importance de la vie amoureuse, l'importance liée à la nature des planètes, c'est-à-dire à leur symbolique, si on parle de communication, d'énergie, d'amour, de besoins, etc. Et donc c'est pour ça qu'il convient d'en faire une étude complète de ces planètes en maison 5. Et ces planètes vont reproduire et réaliser des faits. Donc il faudra examiner les relations entre ces planètes et le gouverneur de la 5 pour connaître la qualité de la vie amoureuse de la personne. Voilà. Mais la personne peut vivre aussi sa vie amoureuse dans le fantasme, hein, c'est-à-dire se faire des films et complètement ne pas se poser de questions. Et dire j'ai pas de chance en amour, par exemple. Et puis, s'il n'y a pas de planète en maison 5, ben, ce sont les transits qui, un jour, viendront déclencher les événements amoureux. Tandis que sur la cuspide de la 5, le transit sur la cuspide de la 5 sur Vénus ou en transit générique de Saturne. Voilà. Hein, donc, transit sur la cuspide de la 5, sur Vénus et en transit générique de Saturne. Ensuite, dans le domaine de la sexualité. Alors, la sexualité, évidemment, c'est le fondement même de la vie. La sexualité, elle est vécue comme l'antithèse de la mort, donc comme l'antidote de la peur. Mort et sexualité, ce sont les deux mots-clés de la maison 8, on le verra.
Et elle se mêle également dans le monde du Scorpion et s'actualise par l'action de Pluton. Vous savez, Pluton joue énormément dans nos relations affectives parce que à l'intérieur de ce que contient Pluton, il y a mes peurs, il y a mes grandes peurs. Et donc Pluton va intérioriser la pulsion martienne dans notre espace intérieur et va me faire fonctionner d'une certaine façon. Donc si je suis en manque affectif, je vais me retrouver dans la pornéia avec l'autre et l'autre il partira en courant, ou vice-versa. Donc Pluton vraiment a un rôle extrêmement puissant dans notre manière d'aborder l'amour. Voilà, donc évidemment la peur, le fantasme, la recherche du plaisir qui vont jeter la personne dans la confusion la plus totale. D'ailleurs, dans les contes de fées, la bête dans les contes de fées symbolise la face cachée du prince charmant. On voit le prince charmant très charmant, mais il n'est pas du tout charmant. Derrière, il y a un crapaud. Donc, voilà. Alors, dans la sexualité féminine, évidemment, la femme, c'est difficile pour elle d'avoir une sexualité sans vie amoureuse. Donc, on peut aller regarder Vénus en signe. On peut aller regarder si dans votre thème, vous avez une relation entre Vénus et la Lune, c'est-à-dire le côté charnel du sentiment. Est-ce que la personne est prête à recevoir l'autre ou est-ce qu'elle préfère donner? Est-ce qu'elle est émissive ou est-ce qu'elle est réceptive? Quand on est dans l'émissivité, on ne peut pas recevoir grand-chose. Hein. Et puis ensuite, la sexualité masculine. Alors, par contre, l'homme, lui, peut avoir une sexualité sans vie amoureuse, ça ne lui pose pas de problème, mais sa sexualité, elle est plus compliquée que celle de la femme parce que ça passe beaucoup par le psychologique. Alors, que va-t-on regarder? Eh bien, on va regarder Mars en signe, c'est-à-dire que Mars en signe va être l'indication sur l'activité sexuelle, la virilité de l'homme. On va aller regarder la relation Lune-Mars, s'il y a des aspects. On verra là le côté actif, si les besoins sont assouvis. Et il va y avoir une relation Soleil-Mars à regarder également, parce que la sexualité de l'homme est aussi très cérébrale, comme je vous le disais. En tout cas, pour les deux, hommes et femmes, il faut analyser les relations également Vénus-Saturne et au collectif pour la femme, c'est-à-dire que le regard sera positif ou négatif de la part du père sur le rapport à la sexualité concernant sa fille, et la relation Mars-Saturne au collectif pour les hommes. Et ça nous donnera l'indice de l'autorisation de la sexualité. Est-ce que je m'autorise une vie sexuelle? S'il y a des dissonances à Pluton, Neptune ou Saturne, ou à Uranus, là, il faut s'attendre à quelques problèmes. Mais encore une fois, si c'est bien accompagné, ce sont des problèmes qui peuvent se résoudre. Il faut toujours garder un aspect positif. De toute façon, l'astrologie est faite pour ça. Ensuite, on peut regarder également la relation qu'il peut y avoir entre Vénus pour la femme avec Jupiter. Elle va nous donner des indications sur l'abondance des désirs sexuels. Vénus positif, ça va nous donner des femmes bien faites, avec une attraction physique et sexuelle chanceuse et facile. Et pour un homme, Mars-Jupiter, on va savoir si l'homme est fier de ses attributs virils. C'est un indice de bonne santé, d'aisance et de facilité à vivre la sexualité dans l'abondance ou la fréquence, enfin voilà. Et ensuite, cette fameuse maison 8 est le gouverneur de la 8 parce que c'est à elle à laquelle on pense quand on veut faire l'analyse d'une relation, mais elle ne fait partie que d'un groupe d'informations. Ce n'est pas la seule. Tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant est extrêmement révélateur et descriptif dans votre manière d'aborder ces domaines. Cette maison 8 et son gouverneur, ils vont nous renseigner sur l'éducation et la manière de vivre la sexualité. Donc on va analyser la cuspide de la 8, c'est-à-dire son gouverneur. On va analyser la cuspide, c'est-à-dire le signe dans lequel tombe la maison 8. Ensuite, regarder le gouverneur de 8 dans sa relation à Mars chez l'homme et à Vénus pour la femme. La 8, c'est aussi ce qui est bien ou mal. C'est ce que transmet la tradition familiale dans son rapport à la sexualité. La maison 5, c'est la sexualité jeu, J-E-U,
qui n'appartient qu'à la personne. Ce n'est pas la sexualité, c'est l'état amoureux où on ne s'engage pas du tout, on s'amuse en 5. Il n'y a pas d'engagement. La maison 8, c'est la sexualité motrice avec un comportement typé, c'est-à-dire draguer les filles et les mettre dans son lit. Là, il y a un objectif. C'est une question de schéma de comportement. C'est comment les hommes et les femmes se comportent vis-à-vis de leur sexualité. Et surtout, sur quel bouton dois-je appuyer pour que ça fonctionne? Voilà. Cette maison 8, elle se réfère avant tout aux échanges affectifs. Son signe correspondant, par analogie, c'est le scorpion, qui représente la sexualité, donc les crises émotionnelles, la mort et aussi la renaissance des instincts. Ce secteur 8, c'est un secteur de crise. Cette maison, c'est un champ de bataille, finalement, dont la finalité, c'est de nous élever vers une compréhension de soi, mais tout le temps à travers des crises. C'est douloureux. En fait, ces énergies libérées lors de l'acte sexuel servent ce propos parce que l'union vécue sur le plan des émotions et des sentiments est comme un courant d'énergie qui va amener le partenaire, pendant un bref moment, hors d'eux-mêmes. Et c'est l'unique instant où l'être peut se sentir en fusion totale avec un autre être humain. Et c'est à ce sentiment d'unité intime que l'acte sexuel de la maison 8 se réfère. Il y a une mort temporaire de la conscience individuelle et une espèce de naissance à une conscience partagée. Voilà, c'est un peu ça. C'est pour cela que les élibétains ont appelé l'acte sexuel la petite mort. Accepter cela, ça permet de reconnaître la responsabilité véritable impliquée dans cette union sexuelle. Ça n'a rien à voir avec l'aspect moral de l'existence, attention. Il s'agit de courants de grandes forces créatrices qu'on appelle la puissance du serpent, le reptilien ou la kundalini. Ensuite, un autre exemple qui va handicaper une relation aisée dans la relation sexuelle, c'est Saturne en maison 8. Saturne en maison 8, on peut le considérer comme le gardien du seuil et surtout le gardien de l'ego, c'est-à-dire celui qui va assurer une sécurité. On est sur la défensive. La personne, elle va devoir descendre dans les profondeurs de Pluton si elle souhaite rencontrer ce trésor difficile à atteindre qui est comment puis-je me laisser aller sans avoir peur de me faire dévorer. Ici, l'engagement en 8, il est porteur de galère, évidemment. C'est la peur du domaine sexuel et des insuffisances. Placé ici, il est suffisamment plus puissant, ce Saturne, pour générer de grandes souffrances dans la vie de la personne. Et sa difficulté, c'est la peur de la soumission, du contrôle, du rejet du partenaire sans explication, car c'est davantage un échange psychique que physique dans lequel consiste la menace. Et il est assez courant de rencontrer un individu Saturne en 8 qui soit doux, affectueux. Généralement, ce sont des gentils Saturne en 8. Mais lorsqu'il s'agit dans l'intimité de franchir l'étape de l'abandon, alors là, c'est la panique à bord parce qu'il y a la peur de la dévoration. Et sur un plan strictement physique, il peut surcompenser ses peurs en devenant l'amant parfait parce qu'il peut bloquer le flot de son ressenti. Pourquoi ? Parce que dans la 8 symbolique, en Scorpion, la lune est en chute. La chute étant le refus de la personne refuse les émotions. Donc un Saturne qui est en 8, il refuse d'avoir son ressenti. Donc il peut être un amant parfait, mais tout en étant dans sa tête et non pas dans l'acte, dans son corps. Aussi subtil que soit ce mécanisme, c'est très frustrant pour le partenaire parce que le cœur du problème réside dans la difficulté à gérer les émotions, la peur de la souffrance et la crainte d'être aspiré par l'autre. Voilà. Donc, on peut aussi, pour finir, se poser la question, qu'en est-il des représentants sexués en relation avec le gouverneur de l'ascendant, puisque l'ascendant nous représente. Un homme ayant une relation forte, c'est-à-dire un aspect entre le gouverneur de l'ascendant et Vénus, donnera de l'importance à la satisfaction de la femme. Si le gouverneur de son ascendant a une relation avec Mars,
il préférera sa satisfaction personnelle. C'est ça la différence entre les deux. Mais en général, si les indicateurs de la sexualité sont gouverneurs de la 1, la sexualité jouera un grand rôle majeur dans sa vie. Et si Mars et Vénus font des aspects négatifs au gouverneur de la 1, là, il faudra faire un travail sur soi parce que ce ne sera pas une difficulté fluide à résoudre. N'oubliez pas qu'il y a toujours la possibilité de vous faire aider par un psychologue ou dans un travail psychocorporel où vous allez pouvoir mettre des mots sur votre ressenti. N'attendez pas que le thérapeute fasse le travail à votre place. Il est question de verbaliser, de vous écouter dire les choses. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais terminer sur ça. J'espère que ces petites indications vont vous aider à faire vos thèmes et à travailler sur vous. Et je reste à votre disposition si vous avez besoin d'un renseignement ou pour une consultation. N'oubliez pas de liker et de mettre un petit commentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt, à une prochaine fois pour une autre vidéo.